Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis, chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Avoir TV. Aujourd'hui, avec mon ami journaliste polonais, franco-polonais, on dit, n'est-ce pas? Franco-polonais, absolument. Voilà, franco-polonais, Stefanik Zbigniew. On va discuter un petit peu de certaines questions liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais plutôt des questions qui sont liées directement à la Russie. Bienvenue, Stefanik. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Ça va? Ça va, tout va bien? Merci, tout va bien, oui, absolument. Je pense, comme tu m'as dit, la semaine passée ou la semaine d'avant que tu étais en Pologne? Oui, c'était il y a quelques temps, oui, il y a quelques jours, oui. Ouais. Donc, tu passes un peu de ton temps à Strasbourg, en France, et un peu en Pologne. C'est ça, je navigue un peu, Entre les deux pays. Je vais là où les choses se passent, voilà. Je vais là où les choses se passent pour pouvoir les analyser. Là, il se passe beaucoup de choses, hein. On est quand même dans une dynamique assez importante, que ce soit en Europe ou dans le monde, donc c'est bien d'être au plus près des événements pour pouvoir les commenter de manière la plus exacte possible. Mais aussi pour toi, bien sûr, comme tu es polonais, être en Pologne, c'est un peu spécial, n'est-ce pas? Ah oui, c'est spécial. Bon, la Pologne aujourd'hui est dans une situation un peu compliquée. Bon, il y a un conflit politique qui est... Est-ce que ton premier pays, c'est la France ou la Pologne? Oh, j'ai deux pays. Tu es né en France? Alors, oui, non, je suis né en Pologne, je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans. Donc ça veut dire que ton premier pays, c'est la Pologne. Le deuxième pays, c'est la France. Oui, enfin moi, je considère être franco-polonais, avoir deux pays. Je ne place aucun pays, en fait, en priorité. Donc, voilà, je me considère comme étant franco-polonais. Donc, né en Pologne, effectivement, élevé en France. J'ai fait toute ma scolarité en France, hein, que ce soit le primaire, le secondaire, ensuite les études. Donc voilà. Ok. Et quand tu es en Pologne, tu pratiques aussi ton métier de journaliste? Bah, oui, je fais du journalisme aussi. J'analyse pas mal de choses aussi pour les Polonais. Je commente aussi sur ma chaîne et dans les médias polonais la politique intérieure polonaise. Ils aiment bien avoir un point de vue qui soit un petit peu externe, donc hors sol, qui soit pas national. Et effectivement, quand on commente les événements d'un pays, des fois on est plus objectif en observant les choses de l'extérieur. Donc ça me permet de livrer un point de vue un petit peu différent que ce qu'on peut trouver dans les médias polonais. Ouais. Et quand tu es en Pologne, je pense tu es plus proche de la question de la guerre. Hein? Bah, disons oui, la Pologne, de toute façon, elle la vit cette guerre, parce que la Pologne... En Pologne, je pense, tout le monde parle de la guerre. Bah oui, tout le monde vit cette guerre. Enfin, ouais. Peut-être pas quotidiennement, parce que bon, la guerre ne concerne pas tout le monde non plus. Maintenant, le premier choc de la guerre est passé. Hein, le premier choc de la guerre, donc février-mars 2022. Effectivement, alors tout le monde parlait, vivait la guerre. Hein, ça, c'est certain. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, les gens se sont fait à l'idée aussi. Ça a calmé? Alors, c'est pas que ce soit calmé, c'est que les gens se sont habitués à l'idée qu'à l'Est, au Sud et à l'Est, il y a la guerre. Maintenant, la Pologne aussi doit faire face à la Biélorussie. Il y a une crise migratoire qui a été créée de manière artificielle par le régime biélorusse. Donc aujourd'hui, la Pologne est là, sur sa frontière biélorusse, elle a un souci de crise migratoire, ça dure plus de 2 ans. Sur sa frontière ukrainienne, elle a la guerre en Ukraine, sachant que la Pologne, aujourd'hui, reste quand même donc, le pays le plus engagé logistiquement dans le soutien à l'Ukraine, puisque dans la ville de Jashov, il y a donc la base principale de soutien logistique à l'Ukraine, voilà. Maintenant, les gens se sont habitués à cette situation dure depuis plus de 18 mois aujourd'hui, donc les gens vivent leur vie, mais bon, c'est sûr que ça change de ce qui se passait avant, puisqu'avant, il n'y avait pas ce sentiment d'insécurité, alors qu'aujourd'hui, il y a effectivement un sentiment d'insécurité en Pologne, hein. On ne sait pas trop ce qui peut arriver. Ouais. Donc, ce qui fait qu'on est effectivement dans un système où on est face à une guerre hybride, donc du côté biélorusse, donc comme je disais, la crise migratoire après. Il y a aussi des incursions du côté de la Biélorussie, par exemple du groupe Prigozhin. Donc en août cette année, début septembre, la Pologne a dû faire face donc à une épidémie de légionellose.
La question étant si c'était une attaque biologique ou pas. Et c'était vrai? Ah oui, non, disons, il y a eu plus de 100 morts quand même dans tout le pays, donc de la légionellose. Donc voilà. On a constaté que c'est la Russie qui a... Alors non, alors on n'a pas constaté ça. On a essayé de ne pas trop en parler, de ne pas affoler la population, mais bon, ce qui reste quand même assez étonnant, c'est que cette légionellose soit apparue dans les plus grandes villes polonaises. Donc s'il y avait la légionelle, donc la bactérie légionelle qui déclenche la légionellose, si on l'avait constaté dans une ville, ok, on aurait pu prétendre à des problèmes de tuyauterie ou de conduite d'eau. Mais si le problème est apparu dans les plus grandes villes polonaises, là, ça me paraît peu probable que ce soit par hasard. Donc on peut effectivement parler d'une ingérence extérieure. Après, il y a eu des tentatives, des sabotages. Mais en Pologne, les gens pensaient quoi? Les gens disaient que c'est une attaque biologique de la Russie, ou bien c'est une attaque biologique de, je ne sais pas, quelconque groupe terroriste? Non, disons, la Pologne ne fait pas face au terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme en tant que tel n'existe plus en Pologne depuis les années 30 du XXe siècle. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul attentat en Pologne depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc la Pologne, le terrorisme, c'est un phénomène qu'elle ne connaît plus, qu'elle ne connaît pas du tout. Donc effectivement, oui, les gens, très majoritairement, estimaient qu'il s'agissait bel et bien d'une attaque biologique, certes. Maintenant, les gens ont aussi cette idée d'impuissance, puisque finalement, si on devait arriver en fait à une agression du côté biélorusse, on ne sait pas trop ce que pourrait être cette agression, mais le problème c'est que la Pologne en tant que telle ne serait pas en mesure de réagir à cette agression. Donc aujourd'hui les Polonais ont ce sentiment d'impuissance, donc ils vivent au jour le jour. Ils se sont fait à cette idée qu'il y a la guerre au sud et à l'est. Ils se sont fait à l'idée qu'il y avait une menace réelle pour la Pologne. Maintenant, quand vous parlez aux Polonais, que vous leur dites qu'ils sont menacés, ils vous diront oui, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Il faut bien qu'on vive, et voilà, donc on vit comme ça. Maintenant, la Pologne a quand même entrepris un gros effort de modernisation de son armée, ça faut quand même le dire. L'année prochaine, elle va dépenser plus de 4% de son PIB annuel pour les dépenses militaires. Donc il y a de gros achats qui sont faits, principalement aux États-Unis et en Corée du Sud. Il y a combien de militaires en Pologne? Alors aujourd'hui, on compte combien à peu près? Alors aujourd'hui, c'est une armée de métier, c'est une armée professionnelle comme en France. L'armée de métier, en tout et pour tout, compte environ 100 à 120 000 hommes, donc soldats et employés. Ok. Sachant que la Pologne compte à faire combien? Alors on est censé passer en 2027 à 300 000 hommes. Alors moi, ça me paraît un peu irréaliste d'un point de vue budgétaire. Vous savez, après, ça sera ça sera une vraie armée. Disons, l'armée polonaise, en fait, elle a des éléments très, très modernes, des éléments très archaïques. C'est-à-dire que la Pologne, en fait, a suivi le mouvement de l'OTAN. En gros, elle a réussi à créer des forces de réaction rapide qui sont intervenues notamment en Afghanistan, en Irak, avec les forces de l'OTAN auprès des États-Unis. La Pologne a aussi participé à l'opération anti-pirate en Somalie, à d'autres opérations. Mais effectivement, non. La Pologne a le même problème, peut-être plus important que d'autres pays, concernant une éventuelle guerre conventionnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est que finalement, on s'est aperçu, le 22 février 2022, qu'en cas d'attaque de la Russie, ça concerne bien toute l'Europe, pas que la Pologne, on n'était pas prêt à faire face à une attaque conventionnelle, donc un conflit ce qu'on appelle un conflit de haute intensité. Donc la Pologne aujourd'hui c'est pareil, donc aujourd'hui la Pologne n'est toujours pas prête à faire face à un conflit de haute intensité, alors elle compte sur les forces de l'OTAN. Alors ce que les Polonais n'ont pas compris, c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs, c'est que le matériel qui a été commandé, qui a été acheté en partie payé, il arrivera en Pologne entre 2 et 5 ans, et il sera opérationnel dans 10 ans à peu près. C'est-à-dire qu'en gros, le matériel va arriver, après il faut former les soldats, il faut intégrer ce matériel aux forces armées. Donc l'effort qui a été entrepris en Pologne d'un point de vue du réarmement du pays, c'est un effort qui prendra 10 ans minimum, ça il faut bien en être conscient. Donc, prends ton café, hein. Donc voilà, donc aujourd'hui la situation fait que la Pologne est dans une période de transition. Okay. Maintenant, il y a aussi un élément qu'il faut bien voir, c'est que la Pologne a transmis aux Ukrainiens une grande partie de ses stocks. Donc c'est certes des stocks post-soviétiques, mais c'est quand même sur ces stocks post-soviétiques que reposait principalement l'armée polonaise. Parce que
L'armée polonaise avait... Et je pense 2 semaines avant, la semaine dernière, on a parlé que la Pologne va fermer la frontière pour ne pas laisser passer les armes en Ukraine. Ouais, alors non, alors ça c'est un malentendu. Alors ça, il faut bien C'est mettre vrai? les choses. C'était pas comme ça? Non, alors ça c'est un malentendu qui a été perpétré par les médias, malheureusement. Alors ce qui a été dit, donc, il y a eu en fait, donc, vous faites allusion à une entrevue du Premier ministre polonais donc, qui a été accordée à la télévision Polsat News en date du 20 septembre de cette année. Ouais. Et donc moi je peux certifier de l'exactitude parce que je l'ai vu en direct, c'était en ce temps. C'était à cause de la crise du blé? Ouais, c'est la crise du blé. Donc ce qu'a dit le Premier ministre... Ukrainien. Donc ce qu'a dit le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, Ouais. c'est que la Pologne n'allait pas livrer d'armes aux Ukrainiens sur les stocks qu'elle a commandés. C'est-à-dire qu'en gros, les armes qui sont commandées dans le cadre de la modernisation de la Pologne, donc que ce soit les tanks Abrams, que ce soit les avions coréens FA-50, que ce soit les HIMARS américains... Ah ok, donc il a dit qu'ils ne vont pas livrer ses armes. Donc les armes qui sont commandées, qui sont destinées à la défense polonaise ne seront pas livrées aux Ukrainiens. Ah, okay. Voilà, c'est normal. Donc, voilà, donc c'est un malentendu qui a été perpétré, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, enfin, et il a été très clair. Donc ensuite, ça a bien été reprécisé par le chargé de presse du gouvernement, Łukasz Schreiber, ainsi que par le président Andrzej Duda. Donc ce qu'a dit la Pologne... En tout cas, sur France Info aussi, j'ai entendu parler comme quoi la Pologne ne va pas livrer des armes à l'Ukraine. Non, alors ça c'est complètement faux. Donc ça, non, c'est un fake news. Hein. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ce fake news est propagé encore aujourd'hui, sachant qu'il y a eu au moins 3 démentis depuis. Alors je voudrais être bien clair. Hein. Donc la Pologne a annoncé ne pas livrer des armes prises sur les stocks qui ont été commandés dans le cadre de sa modernisation de la modernisation de l'armée. Sachant que la Pologne, mais plus encore, le président, un jour après, a bien annoncé qu'à fur et à mesure que la Pologne modernisera son armée, elle pourra remettre des stocks qu'elle démobilise de son armée aux Ukrainiens. Okay. Donc, une fois que c'est compris. Et Stéphanie, et quelle est la situation de la guerre actuellement entre l'Ukraine et la Russie? Alors, quand on est venu ici dans la voiture, tu m'as dit que l'Ukraine va perdre la guerre. C'est vrai? Oui, je pense que par exemple, alors perdre, elle va peut-être perdre, peut-être pas gagner. Donc ça va des, perdre ou ne pas gagner, c'est autre chose. Ou ne pas gagner, voilà. Non, ce qui va sûrement. On peut ne pas gagner, mais pas perdre. Bah oui, mais bon, mais quand vous êtes un pays qui a été agressé, si vous perdez une partie de votre territoire, bon, c'est compliqué de dire que vous avez gagné la guerre. Donc, bien sûr. Donc de toute façon, donc l'Ukraine a gagné la guerre, ça veut dire qu'il faut libérer toutes les son régions territoire qui sont déjà envoyées par la Russie. Donc c'est ça. L'Ukraine, de mon point de vue, elle a perdu de façon irréparable 4 oblasts, hein, donc 4 régions. Ça, c'est irréparable. Ça ne changera plus. Maintenant, quel est le problème réel des Ukrainiens? C'est-à-dire qu'en gros, quoi qu'on en dise dans les médias, tout expert de ce nom vous dira que l'offensive ukrainienne qui a été lancée en mai-juin de cette année a échoué. Pourquoi elle a échoué? Elle a échoué par manque de matériel. C'est-à-dire que les Russes ont clairement construit une défense solide avec ce qu'on appelle les dents de Surovikin et d'autres, donc des barbelés, des bunkers, des mines, etc. Donc vraiment des défenses très, très solides qui ont fait que l'Ukraine était à court de matériel et sûrement d'hommes aussi pour passer en fait ses défenses. Ensuite, il faut bien voir que le gros handicap de l'Ukraine dans cette offensive, je dirais même que c'est l'élément qui a fait échouer l'offensive, c'est que l'Ukraine ne dispose pas d'aviation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'aller livrer aux Ukrainiens peut-être, hein, je précise, peut-être une centaine d'avions F-16, sachant que ce serait plutôt 80 que 100, qu'importe. Et pourquoi l'Ukraine n'avait pas d'avion? Bah, disons que déjà à la base, donc l'aviation ukrainienne était une petite aviation. C'est comme la Pologne. Bon, quand vous comparez un pays comme la Pologne a acheté vite. Alors oui, enfin la Pologne a. Vous parlez d'un achat qui a été fait en 2003 de F-16. Ouais. Elle a acheté. Avant aussi, il y avait les avions de guerre en Pologne. Ah oui, mais c'était des avions de guerre de type soviétique, hein, ouais, MiG-23, MiG-25. Mais en Ukraine, il n'y avait même pas des avions de guerre de type soviétique. Ah si, mais en petit nombre, Et puis, faut bien voir que l'Ukraine, en fait, a commencé réellement à construire une armée en 2014. C'est-à-dire qu'en 2014, lors de l'agression russe de la Crimée, ensuite du Donbass, les Ukrainiens n'avaient pas réellement d'armée susceptible de défendre le territoire national. Donc il faut bien voir que c'est une armée
L'Ukraine qui commence, en fait, qui a ses débuts en 2014. Hein. Donc lui, l'Ukraine ne peut pas faire face à l'aviation russe, parce que l'aviation russe, bon, c'est une aviation qui date d'une part de l'époque soviétique, d'autre part une aviation qui a, bon, partiellement certes, mais quand même, qui a été un petit peu modernisée au fil des temps, au fil des années, un petit peu modernisée. Donc aujourd'hui, vous savez, donc, les choses sont très claires pour chaque militaire. Donc si vous menez une offensive, que vous n'avez pas d'aviation, c'est une offensive finalement qui a très peu de chances de réussir. Ensuite, l'Ukraine n'a pas eu assez de blindés. Alors il faut bien voir. Prochainement, ils vont avoir des avions de F-16. Oui, mais combien? Des Américains. Oui, non, mais d'accord, mais combien? Enfin, je veux dire, une quinzaine, je pense. Oui, non, mais une quinzaine d'avions, mais enfin, vous vous rendez bien compte. Ça ne suffit pas, bien sûr. Ça suffit pas. Enfin, ces avions, à mon avis, serviront surtout à protéger les convois de blé qui sont envoyés par la mer Noire. Ils feront peut-être du patrouillage du ciel, parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, ils arrivent comme nous tous dans la période hivernale. Et la période hivernale, ça va être la période où les Russes vont commencer à réattaquer l'infrastructure énergétique ukrainienne. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour l'Ukraine, c'est de défendre son infrastructure. Et il faut aussi bien voir que pour les Ukrainiens, ça commence à faire beaucoup. Ça va faire 2 ans qu'ils sont dans la guerre. Les gens, ça fait 2 ans que... Ça fait presque 10 ans, hein, depuis... Ah oui, non, mais ça... Depuis 2014. Oui, mais après, non, il faut voir que depuis 2014, la guerre, elle ne concernait pas tout le pays, elle concernait, on va dire, 10% du territoire. Hein, c'était le Donbass, c'était... Voilà, la Crimée, non. Hein, la Crimée, elle a été envahie, et point barre. À partir de là, en Crimée, il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré. Hein, donc, non, c'est principalement le Donbass qui était concerné par la guerre. Donc, la guerre, les gens à Kiev ne la voyaient pas, à Lviv ne la voyaient pas. Voilà. Hein. Donc maintenant, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'une part donc, ceux qui font la guerre, d'autre part, il y a ceux qui sont à l'arrière et qui participent à l'effort de guerre, sachant qu'il n'y a pas, il ne se passe une nuit sans que l'Ukraine ne soit bombardée. Donc l'Ukraine est bombardée tous les jours. Hein. Ça veut bien comprendre que les Russes bombardent l'Ukraine tous les jours. Donc aujourd'hui, ça commence un peu à faire beaucoup. Ouais. Il faut voir aussi que les Ukrainiens commencent à manquer d'hommes. Et beaucoup de journalistes vous le diront, donc les gens qui sont sur place, ils vous disent que aujourd'hui, du matériel, il y en a de plus en plus. Mais en fait, il y a de moins en moins d'hommes pour le manier. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui essaient aussi d'échapper à la mobilisation. C'est un fait, les médias français en parlent. Ah oui, oui. Parce que, bon, c'est un nouveau phénomène. C'est un phénomène qui date d'il y a 6-7 mois. C'est que, vous savez, c'est une guerre qui est lourde. Enfin, je veux dire, on vous parle... Les hommes échappent de la guerre, viennent ici en Europe. Parce qu'en Ukraine, ils ne peuvent pas échapper. Si, ils peuvent échapper en se faisant faire de faux certificats médicaux, par exemple. C'est devenu un vrai business. Ou alors s'inscrivant à des facs, vous avez des hommes de 50 ans qui s'inscrivent à la fac, par exemple, qui reprennent leurs études. Ou alors qui ont des attestations prouvant qu'ils aident une personne handicapée dans leur famille. Voilà, donc c'est devenu un vrai commerce aujourd'hui en Ukraine, ces certificats pour ne pas être mobilisés. Alors l'Ukraine ne veut pas pour l'instant déclencher la mobilisation générale parce qu'elle craint d'avoir un effet de foule, un mécontentement général. Mais aujourd'hui, les Ukrainiens ils sont à peu près au bout de ce qu'ils peuvent supporter, donc ça on ne pas dans les médias. Mais après il faut aussi bien voir que le rapport de force en termes humains, en termes donc de ressources humaines, c'est de 3 contre 1. C'est-à-dire que c'est 3 soldats russes contre 1 soldat ukrainien. Donc il faut bien voir même si la Russie mobilise plus de soldats, ça va faire 10 soldats russes contre alors 10 non, un soldat 10 non, ukrainien. 10 non, mais statistiquement aujourd'hui c'est 3 soldats russes contre un soldat ukrainien, voire 4 soldats russes contre un soldat ukrainien, donc il faut bien voir que le rapport de force... mais la Russie a cette force. Oui, mais la Russie ne va pas non plus mobiliser plus de soldats. Alors on parle d'une prétendue mobilisation générale qui devrait arriver en hiver. Moi j'y crois pas. Mais non, moi aussi je ne crois pas. Je ne vois pas l'intérêt, sachant que les Russes sont en position de force en Ukraine. Exactement. Je ne vois pas trop l'intérêt d'aller mobiliser des hommes et de créer du mécontentement supplémentaire. En fait, dans les médias, on surestime clairement aujourd'hui le potentiel ukrainien et sa capacité à pouvoir réagir et interagir, et on sous-estime le potentiel russe. C'est sûr, les Russes, ils ont eu des pertes, mais c'est pas quelque chose qu'ils ressentent réellement. Après, il faut bien voir que cette guerre a démontré une chose, c'est que la qualité du matériel ne prévaudra jamais sur la quantité. Okay. Et d'après toi, Stéphanique, cette guerre va continuer jusqu'à quand? Alors, je pense qu'on peut attendre un cessez-le-feu fin de cette année, début de l'année prochaine.
Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait aux États-Unis, il y aura les élections présidentielles en 2024. Donc Joe Biden ou les démocrates, même si Biden n'est pas candidat, c'est pas sûr qu'il le soit, les démocrates, il faut bien qu'ils fassent valoir un bilan de leur soutien à l'Ukraine. Donc il faut bien qu'à partir de 2024, on commence à arriver sur des pourparlers qui mènent à des résultats. Sachant qu'il faut aussi, donc c'est une information dont on parle très peu, mais on voit beaucoup de désaccords entre la Maison-Blanche américaine et, la Russie. et Kiev, en fait, sur l'avenir de la guerre. C'est-à-dire que les Américains attendaient les Ukrainiens qui mettent en fait le paquet sur... Tu veux dire les Américains négocient d'abord avec les Ukrainiens? Non. Pour pouvoir savoir de quel point ils vont négocier avec la Russie? Non, c'est pas la question. En fait, pour faire simple, les Américains ne sont pas très contents de l'action ukrainienne aujourd'hui. C'est-à-dire que les Américains attendaient à ce que les Ukrainiens concentrent leurs forces sur l'offensive au sud, parce que quand vous regardez la carte, en fait, les Ukrainiens mènent deux offensives. Il y en a une qui est au sud et une qui est à l'est. Donc il y a c'est des imbéciles, hein, si les Américains pensent comme ça. Tout le monde, en tout cas ici en Europe, nous savions bien que cette guerre va continuer quelques années contre la Russie. Hein. L'Ukraine ne va pas gagner la guerre mais il faut bien voir que dans quelques mois ou dans une année ou 2 années. Hein. Mais il faut bien voir que pour les Américains, le conflit ukrainien, c'est un conflit tout au plus régional. Hein. C'est pas un conflit global, pour commencer. Ensuite, l'Ukraine n'a jamais été, n'est pas, ne sera jamais une priorité pour les Américains. La priorité pour les Américains, c'est la Chine, c'est le Pacifique. Ça, c'est une chose qui est évidente. Ensuite, les Américains ne veulent pas se fâcher de manière durable avec les Russes, comme les Européens d'ailleurs. Hein. C'est la même politique. Les Américains pensent qu'à un moment donné, la guerre s'arrêtera et qu'ils reprendront des pourparlers avec les Russes pour faire en sorte que les Russes ne s'allient pas de manière durable avec la Chine, parce qu'aujourd'hui, le véritable enjeu pour les Américains, c'est pas l'Ukraine, ça. L'Ukraine, pour les Américains, elle a que peu d'intérêt. Elle a un intérêt pour les multinationales américaines, mais pas forcément pour les États-Unis. Aujourd'hui, le vrai enjeu pour les Américains, c'est d'empêcher la création de ce qu'on appelle le BRICS. C'est-à-dire que les Américains aujourd'hui, ce qui les inquiète, c'est qu'on est à une véritable coalition des États du Sud. Aujourd'hui, on voit que ça se met en place. Il y a eu un sommet à Johannesburg en date du 27-28 août de cette année. Le groupe BRICS, qui avait 6 membres, donc 5 membres, est passé maintenant à 11 membres. Ce sont comme des États conséquents, hein, des États comme le Brésil, comme l'Inde, l'Argentine. Un bloc qui va se construire soi-disant contre le bloc occidental. C'est ça. Alors, autant en 1955, il y a eu une tentative, on s'en rappelle, hein, ça a été mené par Tito, donc le président de la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, donc la conférence de Bandung hein, au Vietnam, qui devait créer le bloc de ce qu'on a essayé d'appeler les non-alignés. Donc ça a échoué. Ouais. Maintenant, on voit clairement que la Russie a réussi à fédérer autour d'elle les États du Sud. Donc, ce bloc a une chance d'aboutir. Donc, c'est pas fait, mais on ne peut pas partir a priori sur l'idée que ce bloc ne se fera pas. Et pour les Américains, c'est un véritable problème, parce que ce bloc, par exemple, peut aboutir à la décision de quitter le système de Bretton Woods. C'est-à-dire qu'en gros, le dollar ne serait plus la monnaie principale des transactions. On parlerait par exemple d'introduire le yuan, donc la monnaie chinoise. Ouais. Donc c'est pas fait, mais ça peut être fait. Donc aujourd'hui, pour les Américains, la constitution de ce bloc, ça c'est un véritable défi. Sachant que les Américains eux-mêmes ont des problèmes économiques, et je dirais même internes, on ne sait pas trop ce qui peut arriver là-bas. Et je pense que c'est un sujet super intéressant, parce que moi j'entends souvent certains experts, plutôt des pseudo-experts qui parlent que les États-Unis en fait pourraient revenir sur une guerre de sécession. Alors je voudrais juste rappeler, si vous le permettez, hein, pour l'instant, ce qu'a été la guerre de sécession. C'est-à-dire que la guerre de sécession, donc, qui a eu lieu entre 1861 et 1865, en fait, a opposé 9 États à 16 États. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu 9 États sur 25 qui ont décidé de quitter la Fédération américaine. Et en fait, ces États ont fait la guerre à la Fédération américaine pour considérer leur propre État. C'était ça leur idée. Ils ont créé leur propre Maison Blanche à Richmond, ils ont créé leur monnaie, etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, il n'est pas question pour un État ou pour un autre de quitter la Fédération. C'est pas ça la question aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est de savoir quel genre de pays seront les États-Unis dans 5, 10, 15 ans. Plus libéral, plus conservateur, etc. Dans quelle politique, quel modèle. Et en cela, c'est beaucoup plus dangereux parce que là, on a affaire en fait à un conflit idéologique, politique à l'échelle globale.
Et on voit que ce conflit, il gagne en ferveur, il gagne en force. On voit aussi que le modèle américain s'épuise. Alors, vous m'excuserez, mais quand vous voyez qu'au présidentiel en 2024 se feront face deux retraités très avancés, dont un à 82 ans, l'autre à 78 ans, oui, ça vous fait rire, mais c'est pas drôle, parce que finalement, on voit que le potentiel politique américain est à son terme. Donc on peut se poser la question, comment ça se fait que dans un État qui compte quand même près de 300 millions d'habitants, il n'est pas possible de générer des leaders politiques qui aient moins de 70 ans. Mais aujourd'hui, c'est un problème pour les États-Unis. Donc aujourd'hui, on voit que le modèle américain, il arrive au bout. Alors est-ce qu'il arrive au bout réellement, ou est-ce qu'il est juste essoufflé, qu'il a besoin d'être un peu nettoyé et repensé? Je ne sais pas. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une crise interne aux États-Unis est possible. C'est une réalité qui est possible, et les Américains le prennent aussi en compte. Donc, en cela, un bloc des États du Sud est un bloc qui est... Et donc ceci va influencer la position des Américains dans la guerre si les Américains, Russie-Ukraine. Si les Américains ont un souci interne... La guerre Russie-Ukraine, non, parce que on voit clairement que le soutien américain déjà à l'Ukraine s'effondre. Alors vous voyez, la visite de Volodymyr Zelensky s'est très mal passée aux États-Unis. La visite donc, qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors premièrement, il y a eu ces désaccords avec l'administration Biden, hein, dont je viens de parler, hein, donc, concernant les priorités sur le front. Ensuite, on a bien vu que Zelensky n'a pas été invité à parler devant le Congrès américain. Alors à la base, il devait parler devant le Congrès, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que les républicains ont mis leur veto. Et contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas parce que Zelensky devait critiquer Trump, hein, c'est pas la question. C'est que les républicains aujourd'hui ne veulent pas afficher un soutien à l'Ukraine. Voilà. Il y a même des congressmen américains qui demandent à ce que l'Ukraine paie pour les armements futurs qui vont être livrés par les Américains. Donc aujourd'hui, les républicains, d'une manière générale, ne soutiennent plus la politique de Joe Biden donc d'aide à l'Ukraine. Et mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir, et d'ailleurs la Pologne en fait les frais, que les Ukrainiens se rendent compte en fait de ce soutien qui s'effondre américain, et qui sont en train en fait de repenser leur politique étrangère, et qui sont en train plutôt de s'aligner sur l'Allemagne. Et on voit clairement un rapprochement entre Berlin et Kiev qui se fait un peu au détriment, voire beaucoup au détriment de la Pologne. Mais ce rapprochement est réel, et à mon avis justement il est dû en ce que les Ukrainiens ont très bien compris que le soutien américain il va s'arrêter assez rapidement. Et donc comme ça, ils veulent avoir le soutien des Allemands. Ben oui, parce que les Ukrainiens pensent déjà à ce qui va se passer après. Mais les Allemands soutiennent déjà. Oui, mais bon, oui, enfin, ils soutiennent déjà. Mais après, la question est de savoir quel genre de soutien. Donc, le soutien allemand, ce serait un soutien plus après la guerre. Ce serait plutôt un soutien de coopération économique, un soutien à la reconstruction, voilà. Donc, les Ukrainiens se rendent très bien compte que cette guerre, ils vont pas la gagner, si vous préférez, peut-être pas la perdre, mais pas la gagner, parce que finalement, leur capacité à faire la guerre dépend du soutien américain. Voilà. Si le soutien américain s'effondre, les Ukrainiens ne peuvent plus faire la guerre. Ça paraît évident. Ok. Et Stéphanie, il y a une autre guerre liée à la Russie, en Afrique. Il y a une guerre en Afrique entre la France et la Russie. Oui. C'est ce qu'on dit, hein. Alors, cette guerre-là, je dirais même que pour l'Occident, cette guerre-là, elle est plus importante que ce qui se passe en Ukraine, parce que... Pour les Occidentaux, ou bien seulement pour la France? Non, pour les Occidentaux. Parce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est une guerre aux ressources. C'est-à-dire que si la Russie arrive à prendre toute l'Afrique du Nord, donc les États subsahariens, le choix que nous allons avoir en tant qu'Occidentaux, c'est soit d'acheter du gaz et du pétrole russe, donc en Russie, soit d'acheter du gaz et du pétrole africain aux conditions russes. Et c'est d'ailleurs ce que veulent les Russes. Ensuite, ce qui se passe dans le Sahel, ça nous pose un souci de sécurité. Parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle la zone des trois frontières, donc la zone Niger, Burkina Faso, Mali, Burkina Faso, Niger, aujourd'hui c'est la zone où vous avez la plus grande activité, je précise la plus grande activité djihadiste au monde. Donc après, l'expulsion de Daesh, de Syrie et d'Irak, les affaires, si je puis dire ainsi, de Daesh ont repris dans le Sahel. Donc aujourd'hui, le fait est que ces coups d'État
qui ont été fomentés, ça il faut le dire clairement, qui ont été fomentés par les Russes, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, c'est des coups d'État qui ont été fomentés par les Russes, ont été commandités, organisés, fomentés par les Russes. Okay. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces coups d'État posent un problème de sécurité, notamment aussi à la France, parce que la possibilité, en fait, d'être au Niger, d'un point de vue militaire, ça permettait de combattre les djihadistes sur deux fronts. À l'est, ça permettait de combattre Al-Qaïda et le GSIM, au sud et à l'ouest, Boko Haram. Voilà, donc le Niger, c'est un pays assez central. Maintenant, qu'est-ce que voulaient faire les Russes avec le Niger? Ça, il faut bien préciser. En fait, les Russes, ce qu'ils voulaient, c'est que les Occidentaux, en fait, s'enlisent dans une intervention contre les putschistes au Niger. Alors, cette intervention aurait pu effectivement déclencher une guerre intra-africaine. Cette guerre, d'une part, elle aurait ouvert un deuxième front qui aurait forcé les Occidentaux à envoyer des moyens, des hommes et des armes en Afrique, donc soutenant l'action de la CEDEAO, hein. Donc l'organisation de coopération économique centrafricaine, donc, qui avait pensé une intervention. Et d'autre part, une telle guerre entre plusieurs États africains, probablement entre Mali, Burkina Faso, Niger, d'un autre côté le Nigeria, la Côte d'Ivoire, peut-être le Sénégal, le Bénin, ça aurait créé une crise migratoire sans précédent. Alors il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, seulement 15%, hein, pas plus, des flux migratoires en Afrique se font en dehors de l'Afrique. Donc aujourd'hui, on a 15%, pour faire simple, d'Africains qui migrent hors continent. Et on a un souci d'immigration à Lampedusa, c'est qu'un exemple. Hein. Imaginez la situation où on passerait à 30-40%. Voilà. Et c'est un peu ce que voulaient les Russes. En fait, les Russes voulaient d'une part obliger les Occidentaux à se battre sur deux fronts, et d'autre part voulaient obliger les Occidentaux à faire face à une crise migratoire sans précédent. Okay. Ensuite, ce qui a fait aussi que la France n'a pas pu intervenir militairement au Niger, c'est le rejet de l'armée française par la population, mais aussi les désaccords qu'il y a eu entre les Français et les Américains sur le terrain. Et ça, on le voit bien. Début septembre de cette année, vous avez des manifestations anti-françaises à Niamey. Les Américains, sous prétexte de protéger leur personnel, quittent la base de Niamey, donc ils partagent avec les Français, vont s'installer à Agadez. Mais c'est une façon claire de se désolidariser de la France. Donc aujourd'hui, la France, elle va quitter le Niger militairement, ce qui ne veut pas dire qu'elle va quitter le Sahel, mais aussi parce que les Américains ont, si je puis dire, fait bande à part, hein, au final, et ont mené leur propre stratégie. On a bien vu que les putschistes nigérians ont clairement fait une distinction entre les autorités françaises et les autorités américaines ou allemandes. Parce qu'on a exigé le départ de l'ambassadeur français, SylvainIté, hein, du Niger, on a exigé le départ de l'armée française, on a fermé l'espace aérien pour les Français, et par contre, on n'a pas... Pour but comme ennemi de la France. Hein. Et on n'a pas, mais constaté qu'on n'a pas demandé le départ de l'ambassadeur américain, par exemple. On n'a pas demandé le départ de l'ambassadeur allemand. Il n'y a pas eu des manifestations anti-américaines ou anti-allemandes. Donc il faut bien voir que c'était vraiment une action dirigée contre la France et sa présence dans le Sahel. Donc effectivement, il y a un élément... Parce que la France était plus active au Niger que l'Allemagne et les Américains. Oui, déjà, donc, la France... Ainsi que les Russes. Disons que la France aujourd'hui, elle a quand même... Donc elle a la principale force d'intervention dans le Sahel, donc c'est 1500 hommes au Niger, environ 5000 dans tout le Sahel, de ce qu'on peut savoir. Après, il faut bien voir que les opérations antiterroristes, c'est des opérations dont on sait très peu, parce que c'est des opérations qui sont menées par les services secrets, donc on ne peut pas en parler précisément, parce qu'on n'a pas les informations. Aujourd'hui, effectivement, donc, la force antiterroriste, elle était quand même constituée principalement des troupes françaises et américaines. Donc, les Américains, ils ont environ 1200 hommes au Niger, de ce qu'on en sait. Donc effectivement, la France, elle portait pendant 10 ans le principal poids, si je puis dire, de l'action antiterroriste dans le Sahel, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie ou le Tchad, hein, ça c'est clair. Maintenant, en ce qui me concerne, je doute que les Français quittent le Sahel réellement. Ce qui va se passer, c'est que les Français vont effectivement retirer leurs troupes, qui vont être réorganisées, à mon avis, sur des bases... Tactiquement retirées, oui, mais la France ne va pas quitter... Elles vont tactiquement retirer leurs troupes en uniforme, qui seront sûrement remplacées par... Ni Niger, ni les autres pays de l'Afrique. Mais la stratégie, en fait, que va appliquer la France, à mon avis, c'est la stratégie du chaos. C'est-à-dire qu'en fait, on voit clairement que les Russes ne contrôlent pas ces pays. C'est-à-dire que les Russes, en fait, il faut bien comprendre que leurs objectifs n'a jamais été, ne sera jamais de stabiliser ces États. Ça ne les intéresse pas, ça. C'est pas du tout leur problème. Les Russes ne sont pas là
pour faire de la lutte antiterroriste ou stabiliser les États, absolument pas. Pour déstabiliser. Non, les Russes sont juste là pour s'assurer d'avoir les ressources sous contrôle. C'est juste ça. Aussi pour déstabiliser les pays qui sont un peu contrôlés par la France et les pays occidentaux, et comme tu as dit tout à l'heure, pour pouvoir pousser les Africains de venir en Europe, et comme ça, l'Europe aura un problème de migration. Alors, déstabiliser dans un certain nombre, mais en fait, si vous voulez, c'est pas leur problème, en fait. Ça les intéresse pas, ça les inquiète pas. Eux, ils sont juste là pour s'assurer que les intérêts occidentaux soient retirés de ces pays-là. Ils sont juste là pour barrer la route aux occidentaux aux ressources. Et aussi pour profiter des ressources oui, c'est ça. souterraines des pays africains. Donc les Russes, aujourd'hui, ils sécurisent quoi? Ils sécurisent principalement les mines de diamants, les mines d'or. Les mines d'or, et pas que. Hein. Et après, il y a aussi toutes les questions de l'uranium, par exemple. Hein, voilà. Donc ça, les Russes, ils sécurisent ça. Ils assurent la sécurité des gouvernements fantoches qu'ils mettent en place. Mais après, puisque ça ne les intéresse pas, c'est pas leur problème. Donc aujourd'hui, effectivement, donc le Mali, vous constatez ce qui se passe au Mali, hein, depuis le départ des troupes françaises, 2/3 du Mali n'est plus sous contrôle de Bamako. Vous avez les rebelles Touareg au nord, vous avez Tombouctou qui est quasiment assiégé par le GSIM, vous avez des attentats terroristes tous les jours, voire plusieurs par jour. Pareil au Burkina Faso, d'ailleurs, vous regardez le Niger, les attentats terroristes au Niger, les attaques des djihadistes, ont été complètement multipliés par 5, par 10 hein, depuis le coup d'État. Parce que depuis le 26 juillet, donc c'est la date du coup d'État au Niger, donc du général Abdulrahman Chani, les forces françaises ne mènent plus officiellement d'actions antiterroristes. Donc elles sont basées en fait à Niamey et n'agissent plus. Et vous voyez clairement une explosion du djihadisme et du chaos au Niger. Et c'est un peu sur ça que va compter la France, c'est-à-dire qu'en gros, la France va dire à ces pays-là, ok, vous avez critiqué notre action en disant qu'on n'a pas été efficace, on n'a pas été brillant, certes, mais regardez, quand on était là, c'était pas génial, et maintenant, quand elle n'est plus là, c'est le chaos. Exactement. Donc, Stefanik, nous n'avons pas beaucoup de temps, hein. Il nous reste 10 minutes. Je voudrais que tu parles un petit peu de la situation en Pologne en vue des élections législatives, je pense, l'année prochaine. Oui, non, c'est cette année. Les élections législatives auront lieu le 15 octobre de cette année, donc finalement dans moins de 3 semaines. Ah bon? Oui, donc c'est dans moins de 3 semaines. Alors on peut très aisément comparer la situation polonaise aujourd'hui à la situation de la Turquie, hein, aux élections qu'il y a eu en Turquie en mai de cette année. Ouais. Parce qu'aujourd'hui en Pologne, on a un grave souci de démocratie, ça il faut le dire clairement. Donc les gouvernants en fait se sont appropriés tous les moyens de l'État et s'en servent clairement dans ces élections. D'ailleurs, l'OCDE en parle, aujourd'hui on a une vingtaine d'observateurs de l'OCDE qui seront là pour observer les élections, mais on voit clairement que la campagne électorale n'est pas équitable puisque les dirigeants se servent des moyens de l'État pour mener leur campagne électorale. Les médias publics sont finalement devenus un tube de propagande. Il y a aussi un référendum qui est organisé le jour des élections. Finalement, ce n'est pas les questions du référendum qui comptent, mais c'est la possibilité de mener 2 campagnes, donc la campagne parlementaire et référendaire, parce que la campagne référendaire, son financement n'est pas soumis à des conditions aussi drastiques que la campagne parlementaire, donc ça permet aux dirigeants finalement de financer sans limite leur campagne électorale. Ensuite, donc il y a le mode... Il y a combien de partis qui vont participer aux élections? Alors il y a 6 comités électoraux qui vont participer aux élections. 6 comités électoraux? 6 comités électoraux, oui. Donc sachant que 5 d'entre eux comptent réellement. Donc le 6e, c'est un communauté électorale un peu fantoche qui a été mis en place par les dirigeants. Communauté, ça veut dire constituée de différents partis, organisations? Non, donc 6 listes. Parce qu'en fait, en Pologne, on va avoir un scrutin de liste. Hein, donc les parlementaires, c'est un scrutin proportionnel à un tour. Ouais. Donc chaque circonscription, en fait, donc, a son nombre de députés après les élections. Okay. Donc on a 6 listes, donc 6 comités électoraux, donc si vous voulez, 6 coalitions ou 6 partis. Donc je ne sais pas si vous souhaitez que je les nomme, non. Mais voilà. Donc en partie, disons à peu près 6 partis. Donc 6 listes, si vous voulez. 6 listes, mais il y a certaines listes qui sont constituées de différents partis. Différents partis, c'est ça, absolument. Donc pour vous donner un exemple... Alors on peut dire il y a plusieurs partis.
Oui, il y a plusieurs Une partis. dizaine de partis. Une vingtaine de partis. Une vingtaine. Sachant qu'il y a toujours en fait un grand parti et puis après des petits partis, quoi, hein. Donc, donc par exemple, le corps politique qui est au pouvoir en Pologne, donc l'Union de la droite, donc vous avez le parti principal, le parti droit et justice, et après vous avez deux très petits partis, donc le parti des Républicains et le parti de la Pologne souveraine, ce sont deux très petits partis. Voilà. Ok. Ensuite, et tu penses que c'est quelle liste va gagner? Alors ça c'est une question compliquée, parce que il faudra ensuite gagner. Mais tu me disais l'autre jour qu'il y aura aussi des élections anticipées l'année prochaine. Oui. Alors, en fait, en Pologne, on arrive sur ce qu'on appelle un marathon électoral, parce qu'en fait, cette année, donc le 15 octobre, on a les élections parlementaires. Ensuite, donc, comme toute l'Union européenne, on va avoir des élections européennes l'année prochaine. Ensuite, en juin, on a les élections régionales. Ouais. Et en 2025, on a les présidentielles. Donc, si vous voulez, la campagne électorale en Pologne, elle va durer 2 ans maintenant. Et on peut envisager aussi des élections parlementaires anticipées en 2025, puisque, selon moi et la plupart des experts, aucun parti n'arrivera à créer une majorité stable au Parlement après les élections parlementaires. Ok, donc ça veut dire, avec les élections présidentielles en 2025, il y aura aussi des élections anticipées. Sûrement. Soit après les présidentielles, soit avant, mais on peut vraiment estimer qu'il n'y aura aucune majorité stable qui sera possible après ces élections parlementaires. Ce qui fait que la Pologne va se trouver dans une crise politique qui va durer 2 ans. Okay. C'est une mauvaise nouvelle, puisqu'on a des conditions quand même assez extraordinaires. On a la guerre au sud et à l'est, on a des soucis migratoires, enfin, il y a pas mal de choses. C'est vraiment pas le moment de faire de la politique politicienne, et c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que les partis, aujourd'hui, ils se concentrent sur une campagne politique. Alors vous, en Turquie, la campagne va durer 4 mois. Chez nous, elle va durer 2 ans et demi. Non, en Turquie, la campagne a duré à peu près 1 année. Hein. Oui, 4 mois. Mais vous aviez deux élections. D'une façon active. Oui, mais je veux dire, mais en 2 semaines, tout a été réglé. C'est-à-dire que vous aviez les parlementaires présidentiels, voilà, ça a été réglé. En Pologne, ça va se régler en 2 ans et demi, quoi. Donc il faut bien voir qu'aujourd'hui, on arrive dans un moment... En Turquie, l'année prochaine, il y a aussi les élections municipales. Hein. Donc voilà, donc la Pologne, aujourd'hui, elle se trouve dans un état un peu compliqué, parce que déjà, la campagne électorale n'est pas équitable, hein, ça, tout le monde en parle, hein, que ce soit les experts externes ou internes. Ensuite, le secret du scrutin ne sera pas garanti le jour de l'élection, puisque, en fait, il y a donc, le référendum et l'élection qui se passent au même jour, c'est un peu comme sur le modèle hongrois. Et donc, en gros, si vous ne voulez pas participer au référendum, il faudra l'annoncer à la commission électorale, au bureau de vote, en disant « je ne participe pas au référendum », sinon, vous serez inscrit en tant que participant au référendum. Donc, le fait de dire « je ne participe pas au référendum », c'est de facto dire je soutiens l'opposition, puisque donc les dirigeants appellent à voter au référendum, l'opposition appelle à ne pas voter. Donc si vous voulez, le scrutin secret n'est plus garanti. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments comme ça qui font que ces élections peuvent être contestées. Et moi aussi, ce qui m'inquiète un peu... Cela veut dire que c'est le régime actuel qui va continuer. Non, je pense pas. C'est-à-dire que même s'il continue, il n'aura pas la majorité, donc il ne pourra tout au plus qu'administrer le pays. Maintenant, ce qui les avantage, c'est que le président, donc, qui sera là jusqu'en 2025, donc, est de leur camp politique. Maintenant, moi, ce que je suppose, c'est que ce soit quand même l'opposition qui prenne le pouvoir, qui constitue un gouvernement, mais un gouvernement très instable, qui ait beaucoup de mal à diriger, parce que donc, le président sera contre eux, hein, parce qu'il est aujourd'hui du camp au pouvoir maintenant. Après, toutes les institutions sont dominées par les dirigeants actuels, donc ce nouveau gouvernement qui sera instable aura contre lui les institutions d'État et le président. Donc ce sera assez compliqué. Maintenant, il y a une question que posent les experts, que moi je pose aussi, c'est de se demander si l'opposition est vraiment intéressée par une victoire électorale maintenant. Et je commence à me dire qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Parce que la situation économique est mauvaise, et en fait... Exactement. Avec la guerre en Ukraine. C'est ça. Il y a beaucoup de problèmes. Après, chaque expert vous dira qu'en Pologne, le camp politique qui est en place, en fait, n'en a plus pour très longtemps, puisque ce camp tient que sur son leader, Jarosław Kaczyński, qui est vieux et malade. Donc il est très proche de la retraite politique, c'est certain. Sans lui, ce camp ne tient plus. Après, avec les dissensions internes, même si ce camp gagne les élections, qui garde quand même le pouvoir, ça ne durera pas. Donc on peut se poser la question, parce que quand on voit les erreurs qui sont faites par l'opposition, on peut se demander si c'est délibéré ou si c'est des erreurs qui sont de facto faites par de l'incompétence. Mais ça semble vraiment être des erreurs délibérées, justement, qui sont faites pour faire en sorte que l'opposition ne gagne pas les élections. On a vraiment l'impression que l'idée d'opposition, c'est de dire, ok, que le gouvernement
gère les problèmes qu'il a lui-même créés. On a des problèmes aujourd'hui avec l'Union européenne, on a des problèmes avec l'Ukraine. Finalement, la Pologne s'est fâchée avec tous ses voisins, enfin, c'est une situation assez tragique. Donc aujourd'hui, l'opposition, ce qu'elle dit, c'est au gouvernement de s'occuper des soucis qu'il a créés lui-même. Voilà. Ensuite, peut-être que l'idée justement de l'opposition, c'est de se dire, on a de toute façon un marathon électoral, donc on va commencer par les européennes tranquillement, ensuite les régionales, après on a les présidentielles. Jusqu'à la fin de 2025. C'est ça, jusqu'à la fin de 2025, et puis ensuite on arrive sur des parlementaires anticipés. Du coup, on aura un autre président, on gagnera les parlementaires, on aura le pouvoir. Et c'est peut-être un peu ça que l'opposition, parce que quand je regarde moi la campagne de l'opposition, je suis sidéré par le niveau d'erreur qui est fait. Enfin, ça veut dire jusqu'à la fin de 2025, tu vas te déplacer souvent en Pologne. Ben, sûrement, oui, parce que les élections. Je vais commenter les élections, oui, oui. Et donc, tu vas aussi voter. Oui, je vais voter, oui, je vais voter. Sachant que les dirigeants en place ont aussi tout fait pour empêcher les Polonais d'étrangers de voter, parce qu'il s'est avéré que depuis 5 ans, les Polonais d'étrangers en fait votent plutôt contre les dirigeants en place. Ici ou bien tu vas là-bas voter? Ben, je vais plutôt, je sais pas, je vais plutôt. Quand tu es là-bas, tu peux voter là. Oui, et quand tu es ici, tu peux voter ici. C'est ça. Mais pour les gens qui vivent là, qui vivent à l'étranger, vraiment, tout a été mis en place pour les empêcher de voter dans de bonnes conditions. Et en tant que journaliste, je te souhaite bon travail. Ouais, merci. Pendant ces 2 années. Du travail, il y en aura, ça c'est sûr. Ok, je te remercie. Merci à vous. Stéphanique. Merci à vous. À la prochaine fois. À la prochaine, avec plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères, chers spectateurs, nous avons essayé de débattre un petit peu la question de la guerre entre la Russie, l'Ukraine, la Russie en Afrique, la Russie, la France et aussi la Pologne, la guerre. Et en dernier point, les élections en Pologne, comme Stéphanique a dit, il y a des élections qui vont avoir lieu cette année, l'année prochaine, et aussi ça va continuer jusqu'à 2025. Ça veut dire pendant ces 2 prochaines années, en Pologne, les élections sont toujours à l'ordre du jour. Et je vous souhaite de bonnes journées et à la prochaine fois. Merci, au revoir.